Bonsoir à tous et bienvenue sur News TV, ravi de vous retrouver dans le Grand News à la une ce soir. Des collaborateurs et des élus accusent fortement Denis Baupin de harcèlement et agression sexuelle dans une enquête publiée dans Mediapart et dans France Inter. Un reportage de Pierre Trouvé. Denis Baupin est mis en cause pour des faits de harcèlement et d'agression sexuelle. Des collaboratrices et des élus témoignent dans une enquête de France Inter et Mediapart. Le vice-président de l'Assemblée nationale a déposé sa démission. Hélène Becmézian, vous êtes journaliste en charge du Parlement au Monde. Il y a un an, vous avez co-signé une tribune mettant en cause le harcèlement de politiques envers les journalistes. Est-ce que les agissements décrits dans ces témoignages sont similaires à des faits que l'on vous a déjà racontés ou que vous avez vous-même vécu ? Ces agissements s'inscrivent dans un système global qui est très dominé par les hommes, qui est assez patriarcal. En ça, c'est similaire. Là où il y a une grosse différence, c'est que je pense que les hommes politiques envers les femmes journalistes ne se comportent pas de la même manière qu'envers les femmes politiques. Envers les femmes journalistes, ça va être ce dont on parlait dans la tribune, de la drague poussée, des gestes, des propos déplacés. Mais envers les femmes politiques, c'est beaucoup plus violent parce qu'ils estiment que c'est un milieu d'hommes, qu'elles leur piquent leur place, qu'elles n'ont rien à faire là, qu'elles sont accessoires. Et donc, c'est pour ça que je pense que les faits qui sont rapportés, qui sont très graves, qui relèvent du pénal s'ils n'étaient pas prescrits, sont beaucoup plus forts, beaucoup plus violents. Et ça, nous, en tant que journalistes, on le voit finalement assez peu. Je pense que c'est plus interne au monde politique. Ces faits sont assez anciens, il y a des témoignages qui sont anonymes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une véritable omerta dans le milieu politique sur ce sujet, et notamment au Parlement ? Oui, je pense qu'on peut parler d'omerta, on peut parler de tabou. À l'Assemblée, au Sénat, il y a cette particularité qui bientôt, qui on espère ne le sera plus, qui fait qu'il n'y a qu'un quart du corps législatif qui est composé de femmes. Donc les femmes sont minoritaires à l'Assemblée. Les femmes ayant subi des violences sont minoritaires dans la minorité. Donc c'est très difficile pour elles d'en parler. Ces femmes veulent faire carrière. Denis Baupin était quelqu'un qui comptait, et toujours quelqu'un qui compte beaucoup chez les écologistes. Donc on a besoin de relais, on a besoin d'appui. Et puis en plus, la politique, c'est un milieu difficile. On le sait, on l'a suffisamment répété, et on ne veut pas avoir l'air de victime, parce qu'on sait que si on a l'air de victime, on se fait marcher dessus. Toutes ces choses-là qui font que oui, il y a une omerta et que c'est difficile pour ces femmes de dénoncer les faits dont elles sont victimes parfois. Donc il y a une omerta, mais les choses changent un peu quand même. On le voit dans la réactivité du président de l'Assemblée. Claude Barthelone a demandé dans la matinée la démission de Denis Baupin. Est-ce que pour vous, c'est signe que les choses vont dans le bon sens ? Oui, bien sûr. Je pense que ça va aussi, ça répond à cette accélération du temps médiatique qu'on vit depuis quelques années, Twitter, les réseaux sociaux. Pour parler très concrètement, moi, Claude Barthelone, n'arrivant pas à le joindre par téléphone, je l'ai interpellé sur Twitter en lui demandant s'il comptait réagir. Le message a été très vite retweeté, commenté. Donc on voit bien que la pression aujourd'hui sur ce genre d'événement monte très vite, et que ce n'est pas possible de ne pas donner une réaction dans les 24 heures. Et par ailleurs, je pense que si ça réagit aussi vite, c'est parce que ces comportements, ces faits sont sanctionnés par l'opinion publique, mais sont maintenant immédiatement sanctionnés par les responsables politiques. Ce sont des choses qui sont de moins en moins tolérées, et on peut supposer qu'il se serait passé la même chose il y a quelques années. La réaction n'aurait peut-être pas été aussi rapide, aussi prompte. Donc oui, pour moi, c'est le signe que ça va dans le bon sens, que les faits sont pris à la mesure de leur gravité tout de suite, et que des actes sont posés. Donc il y a une dynamique engagée. Est-ce que pour vous, dans les prochains mois, il y aura de nouvelles révélations qui pourraient potentiellement sortir ? Je ne peux pas le dire, je n'en sais rien, mais je le pense, oui, parce que cette marche vers la transparence, on voit bien que ça ne concerne pas que le sexisme ou le harcèlement sexuel, ça concerne les déclarations d'intérêt, l'argent, le patrimoine. Maintenant, c'est nouveau, les candidats qui vont se présenter à la présidentielle devront soumettre leur déclaration de patrimoine, qui sera contrôlée par une haute autorité. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement général où les gens ont vraiment envie de savoir pour qui ils votent quand ils mettent un bulletin dans l'urne. Et je pense que cette campagne sera l'occasion, je pense que des journalistes vont faire leur travail d'enquête pour mettre au jour peut-être d'autres faits. Et oui, je crains qu'il y ait d'autres histoires qui sortent ces prochains mois, ces prochaines années. Hélène Becmézian, merci. Pour aller plus loin, rendez-vous dans les pages du Monde ou sur le site internet lemonde.fr. Bonne lecture. Et dans l'actualité aussi, le 11 mai s'ouvrira la 69e édition du Festival de Cannes. Mais pourquoi ce festival se trouve-t-il chaque année, depuis plus de 10 ans maintenant, à Cannes? Les explications d'Anna Moreau. Le Festival de Cannes est l'événement le plus médiatisé du monde derrière les Jeux Olympiques. Mais pour quelle raison cette petite ville de la Côte d'Azur a été choisie avant-guerre pour devenir une des capitales du cinéma, et comment absorbe-t-elle un festival de cette envergure?
Pour comprendre cette ville un peu particulière, il faut remonter à la première moitié du 19e siècle, quand une épidémie de choléra force le chancelier anglais Lord Henry Brougham à rebrousser chemin alors qu'il se rendait en Italie. Il s'arrête à Cannes et tombe amoureux de ce qui n'est alors qu'un simple village de pêcheurs. Cannes devient la résidence d'hiver du Lord britannique qui ouvre la voie à de véritables colonies temporaires, anglo-saxonnes d'abord, puis russes. Entre 1834 et 1870, la population passe de 4000 habitants à 10 000. La ville s'organise le long du rivage et au début du XXe siècle commence la construction d'hôtels de luxe. Le Carlton, le Majestic ou le Martinez, ils font aujourd'hui partie intégrante du patrimoine architectural cannois. En 1931, Cannes est une destination balnéaire prisée. La ville est assez riche pour peser dans la balance face à Biarritz et être choisie pour accueillir le nouveau Festival international de cinéma. Il est créé sous l'impulsion du ministre des Beaux-Arts Jean Zay, en réaction à la Mostra de Venise dont la programmation est alors clairement teintée par l'axe fasciste Rome-Berlin. Mais la guerre éclate. Et la première édition du festival n'aura donc lieu qu'à l'automne 1946. D'abord dans le casino municipal, puis dans le palais des festivals, construit pour l'événement. Le Festival de Cannes, c'est d'abord la compétition officielle. Une vingtaine de films sont sélectionnés et présentés par le délégué général et le président du festival. Dans les années 60, 2 sélections indépendantes voient le jour. La Semaine de la critique en 1962, créée par le Syndicat français de la critique de cinéma, la Semaine pour les habitués, et la Quinzaine des réalisateurs en 1969, la Quinzaine. Elle est créée par Costa Gavras, Louis Malle et Jacques Deray dans le sillage de mai 68. En 78, un certain regard qui dépend de la sélection officielle prône un cinéma plus audacieux, et depuis 1993, l'association du cinéma indépendant présente 9 longs métrages. Les films de ces sélections parallèles sont projetés dans les cinémas de la ville et dans certaines salles du Palais des Festivals. C'est ici que les projections de la compétition officielle se déroulent. Le bâtiment construit après-guerre est remplacé en 1982 par l'actuel Palais des Festivals. Son architecture ne fait pas l'unanimité, il est baptisé le Bunker. Mais ce qui fait sa notoriété, ce sont ses 24 marches. Elles sont empruntées lors des séances du soir dans l'auditorium Louis Lumière par les vedettes venues présenter leurs films. Ici, c'est tenue correcte exigée, robe et talons pour les filles, costard-cravate pour les garçons. L'auditorium Louis Lumière est la salle la plus prestigieuse du palais. Elle compte 2309 fauteuils et dispose d'un écran de 8 mètres sur 19. Une véritable petite ville dans la ville, le bâtiment compte également près de 25 autres salles de projection, 700 mètres carrés de bureaux, 20 halls d'exposition dont l'espace Riviera, qui sur ses 7000 mètres carrés accueille le marché international du film. Avec le village international, il accueille des professionnels venus du monde entier. 12 000 participants, producteurs et distributeurs se retrouvent au marché international du film, où quelques 5 000 films sont présentés. Le chiffre d'affaires généré, environ 800 millions d'euros chaque année. Ce sont donc des sommes d'argent avec beaucoup de zéros qui passent par Cannes pendant cette période. Comment cela a façonné la ville ? Commençons par une promenade sur le boulevard de la Croisette. C'est l'artère la plus connue de Cannes, elle s'étend sur 3 km. Ici, le monde du cinéma croise les simples badauds, les artistes et les starlettes. Mais c'est aussi ici que se dresse une bonne partie des hôtels 5 étoiles de la ville. Sur un total de 5500 chambres d'hôtel, 3791 sont en 4 ou 5 étoiles, soit près de 70% de l'hébergement. Pendant le festival, ces hôtels de luxe avoisinent les 95% de remplissage et tout hôtel confondu. Ce sont plus de 97 000 nuitées qui ont été vendues en 2014. Pour une ville qui compte 73 000 habitants en période creuse, c'est beaucoup, mais il faut dire que la population cannoise triple pendant le festival. En 2015, 36 000 festivaliers et journalistes ont été accrédités. À eux s'ajoutent 3 000 saisonniers, et puis les curieux, chasseurs d'autographes ou les visiteurs venus profiter de l'ambiance glamour qui règne dans la ville, ils seraient 90 000 chaque année. Pour nourrir tout ce monde, les 500 restaurants et cafés de la ville servent autour de 670 000 repas. Pour les hôteliers, ces 10 jours de mai représentent 15% de leur chiffre d'affaires annuel. Pour un budget de 20 millions d'euros, en 2014, le festival aurait rapporté 72 millions d'euros à Cannes et aux 31 communes alentours. À l'échelle nationale, la ville de Cannes estime que les retombées économiques liées au festival atteignaient plus de 195 millions d'euros. On termine ce grand news avec un gigantesque incendie
incendie qui ronge la ville canadienne de Fort McMurray depuis le 1er mai dernier. Le feu, qui recouvre 850 km² a forcé l'évacuation de plus de 200 000 habitants de la ville. David Duquesne nous explique. Un feu de 850 km², 100 000 personnes évacuées, une ville de la taille de Poitiers qui se vide en 48 heures. Ça se passe au Canada, à Fort McMurray, ravagé par un immense feu de forêt qui s'est déclaré le 1er mai. Fort McMurray, c'est un endroit très particulier, une ville qui s'est construite au milieu d'une forêt boréale sur l'une des plus grandes réserves de sable bitumineux au monde. Alors pour la décrire, on est au téléphone avec David Dufresne. David, vous avez réalisé en 2013 un webdoc remarqué qui s'appelle Fort McMoney, où vous étiez en immersion dans cette ville et sa puissante industrie pétrolière. Donc, alors, est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots le développement de Fort McMurray qui a jailli en très peu de temps, je crois? Ça a été extrêmement rapide puisque pendant un siècle, c'était un village. Dans les années 60-70, on découvre qu'il y a du pétrole, mais qui est un pétrole très lourd, très cher à extraire, donc c'est pas rentable. Et puis, avec l'explosion du prix du pétrole dans les années 90, on va voir arriver les grosses compagnies pétrolières, pratiquement toutes, dont Total, par exemple la française, qui vont s'installer. Et là, la ville va passer de 10 000 à peu près 90 000, 100 000 habitants, comme vous venez de le dire, plus une 30 000 habitants, enfin qui ne sont pas des habitants, qui sont des travailleurs qui vont et viennent par avion, qu'on appelle la population fantôme, qui travaillent dans ce qu'on appelle des camps de travail, c'est le terme, qui peuvent être jusqu'à 150-200 km au nord de la ville. Parce qu'il faut bien voir que Fort McMurray, le territoire de cette ville serait l'équivalent, si vous voulez, de la Normandie, de la Bretagne. Hein. C'est énorme, mais il n'y aurait que cette ville-là. Et depuis un an, cette ville était en train de se vider parce que le prix du pétrole chutant, ça n'est plus rentable. Donc il y a une crise économique très forte qui frappait la ville. Et là, depuis 4 jours, cette ville est devenue une ville fantôme, une ville en ruine. Alors le gouvernement canadien s'inquiète de l'impact d'un tel incendie sur l'économie du pays. C'est quoi aujourd'hui le poids de Fort McMurray au Canada? Le poids de cette ville au Canada est très discuté. Les partisans de cette ville, qui était notamment le gouvernement précédent, Harper, considéraient que c'était le trésor de guerre de l'économie canadienne. D'une certaine manière, le dollar canadien est en partie indexé effectivement sur ce gisement. Et depuis quelques mois, le dollar canadien a chuté parce que les prix du pétrole ont chuté. De l'autre côté, chez les adversaires, en fait, on dit que ce n'est pas si important que ça et on pourrait s'en passer. Toujours est-il qu'on peut considérer l'Alberta, qui est une des provinces du Canada, comme un véritable État pétrole. Ce que je peux vous dire, c'est que pour les entreprises, les pétrolières, c'était à un moment donné une grande priorité. Donc elles investissaient dans cette ville, notamment, par exemple, dans les infrastructures. Il y avait la piscine Simcoe, le gymnase Suncor, la salle de musculation Total. Cette ville était totalement sous la coupe, privatisée par les grandes entreprises. Et ensuite, sur l'économie canadienne, plus largement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a d'autres provinces qui dépendent énormément de Fort McMurray, puisque des provinces très pauvres envoyaient leurs ouvriers, leurs travailleurs, là-bas par avion, et ils venaient travailler 10 jours, et ils repartaient, ils venaient 10 jours, etc. Donc, pour l'économie canadienne, c'est assez épouvantable. David, dans une interview à Radio-Canada, vous avez dénoncé la folie humaine qui entoure cette ville et les questions politiques qu'elle pose. C'est quoi cette folie humaine dont vous parlez? Est-ce qu'on pouvait s'attendre à un tel drame? La folie humaine, ça consiste à croire que notre civilisation, qui est bâtie sur une énergie fossile, a de l'avenir. Alors c'est terrible parce qu'évidemment, on pense à tous ces gens qui fuient la ville et qui sont dans une mouise épouvantable. Mais au-delà de ça, on commence à avoir des experts qui nous expliquent par exemple que la déforestation, telle qu'elle a été pratiquée de manière sauvage, explique en partie les feux de forêt. Pourquoi? Parce qu'on a laissé sur le sol sécher des brindilles, des branches, etc., qui flambent très vite. Et c'est pas pour rien qu'il y a un incendie aujourd'hui, puisque depuis une dizaine de jours, on explose les records de chaleur en Alberta. Les records de chaleur, c'est le réchauffement climatique. Donc c'est là où je parle de folie humaine, si vous voulez. Et la folie politique, c'est d'avoir encouragé d'un côté ça, et de l'autre côté, aujourd'hui, de ne pas s'intéresser à cette question-là. Merci beaucoup David, et pour en savoir plus sur cet incendie qui ravage la ville de Fort McMurray, rendez-vous dans les pages du Monde et sur lemonde.fr. Bonne lecture.
Voilà, et c'est la fin de ce magazine. J'étais ravi de vous retrouver ce soir. Je vous retrouve bien sûr demain à 20h15. Vous n'oublierez pas la rediffusion ce soir à 23h55 et vous pouvez notamment nous suivre sur les réseaux sociaux. À demain, enfin, j'espère.